All rise, veuillez vous lever. Good morning again, everyone. So we're going to continue with this prosecution's submission on the defense's closing brief. The prosecution has 5 minutes more to do that, but we do take note that you have 60 minutes. La juge présidente, nous allons donc poursuivre. Nous allons donner la parole à l'accusation. Il vous reste 5 minutes. Donc, vous disposerez de 65 minutes en tout pour récapituler ou pour résumer. Mais pour le moment, M. Biffolé, nous vous donnons la parole. Thank you, Honor. Monsieur Biffolé, merci. Mesdames, Messieurs les juges, je vais me pencher sur les questions soulevées par la défense, paragraphes 600 à 638 de leur mémoire de conclusion, par rapport au mode de responsabilité. Dans leur écrit, la défense soutient que la commission de coopération comme responsabilité n'a pas de base suffisante, pas plus dans la juridiction, et que les contributions essentielles ne peuvent pas être liées au crime. Et quatrièmement, ils soutiennent également que Saïd n'exerçait pas de commandement effectif et un contrôle sur les cas de la CRB. Mesdames et messieurs les juges, au paragraphe 600 à 602, la défense indique que la coopération directe en tant que mode de responsabilité est une création de l'accusation et qui n'a jamais été avalée par les juges de cette cour. Selon la défense, ce mode de responsabilité n'a pas de fondement, soit dans le statut, soit dans la jurisprudence de la cour, ce qui est tout à fait incorrect. Monsieur Saïd, remettant en cause sa culpabilité pour la coopération, doit être réfuté. D'abord, sa thèse selon laquelle son mode de responsabilité de coopération directe est une création de l'accusation et qu'elle va à l'encontre du principe de l'égalité est erronée. Ce mode de responsabilité découle directement de l'article 25.3a et a été confirmé par la Chambre d'appel, y compris dans le jugement d'appel dans l'affaire Ongwen 2202, paragraphe 627, 636 et 637. Au paragraphe 627, la Chambre d'appel parle de 3 formes de commission selon l'article 25.3a, dont l'une répond à la définition de la coperpétration, ici directe. La Chambre d'appel s'explique comme suit. Et je la cite, la Chambre d'appel observe que la rédaction de l'article 25.3a du statut est claire, à savoir qu'une personne est considérée comme auteur lorsqu'il ou elle a perpétré directement un crime en tant qu'individu, c'est-à-dire auteur direct, ou B, a perpétré un crime conjointement avec une autre personne, c'est-à-dire co-auteur, et C, a perpétré indirectement un crime, donc auteur indirect. À cet égard, l'auteur indirect fait référence à des situations où l'auteur utilise une autre personne comme un outil pour perpétrer un crime. La disposition précise à cet égard qu'il n'importe pas de savoir si l'auteur direct est responsable pénalement ou pas.
Mesdames, Messieurs les juges, dans ce jugement d'appel, la deuxième forme de commission, donc, ce que le procureur appelle co-auteur direct, co-commission directe. Ça fait référence à la même forme de commission que la chambre d'appel déclare comme commet un crime conjointement avec une autre personne. La chambre d'appel fait également un distinguo avec l'auteur indirect ou la commission indirecte qu'elle aborde comme la troisième forme de commission. Concrètement, une personne commet indirectement un crime. Au paragraphe 636 et 637, la chambre d'appel traite de cette quatrième manière de commettre un crime, la commission indirecte ou commission indirecte conjointe, c'est-à-dire des personnes qui conjointement utilisent une personne pour commettre un crime. Donc, et ça répond à la forme de commission selon l'article 25.3. Ensuite, ce mode de responsabilité est reflété directement dans l'article 25.3a du statut lui-même, car cette disposition prévoit expressément la responsabilité pénale d'une personne qui commet un crime conjointement avec une autre personne, c'est-à-dire co-auteur. Puisque l'article 25.3 apporte également les dispositions de la responsabilité pour les crimes perpétrés par une autre personne, ce sont donc deux variantes de la co-commission ou de la coaction. C'est-à-dire commission directe avec contribution aux crimes jugés qui sont faits par un contact personnel avec le co-auteur, et en co-auteur indirect, c'est les crimes sont accomplis, sont faits lorsque les co-auteurs utilisent des personnes comme outil. Donc, la question de la co-commission, la coaction, ne fait pas de doute. Troisièmement, la chambre d'appel a déjà rejeté spécifiquement la thèse de la défense selon laquelle on applique une approche nominative, appliquer une approche nominative à la coaction viole soit l'article 22 du statut, soit le principe de indubio pro reo. Mesdames, Messieurs les juges, je fais référence à le jugement en appel dans l'affaire Lubanga. Paragraphe 471. Pour passer au point suivant, paragraphe 603 à 605 du mémoire de conclusion de la défense. La défense soutient que des preuves circonstancielles sans preuve directe sont insuffisantes pour prouver un plan commun. La défense soutient aussi que l'accusation n'a pas fourni de preuves directes, en particulier en ce qui concerne les réunions, les instructions et les décisions impliquant les co-auteurs, et que donc le plan commun n'a pas été établi. D'abord, la coaction ne requiert pas la convention d'un plan commun. C'est explicite, soit à travers la conduite individuelle de chaque co-auteur, qui doivent être connectés. Pourtant, le plan commun peut être induit de preuves circonstancielles. Et même si la preuve directe d'un plan commun découle de preuves qui le démontrent, qui pourraient le démontrer, ce n'est pas le seul élément de preuve requis légalement pour le démontrer. Je fais référence, mesdames, messieurs les juges, au jugement d'instance de l'affaire Lubanga, numéro 2842, au paragraphe 988. Deuxièmement, et à l'inverse, un plan conjoint peut être prouvé de manière directe ou circonstancielle à travers les actions concertées des co-auteurs ou même avec des tiers.
et les contacts postérieurs des co-auteurs. Je fais référence au jugement en appel 22-75 dans l'affaire Bemba et autres, au paragraphe 764. Troisièmement, rien n'empêche la chambre d'instance de mettre en évidence ces éléments, comme par exemple c'était le cas dans l'affaire le jugement d'appel de Bemba, paragraphe 1306. En fait, l'accusation a démontré qu'un plan conjoint peut être déduit de la commission concertée des crimes, tel que décrit au paragraphe 124 à 303 du mémoire de conclusion de l'accusation. Deuxièmement, de l'action des co-auteurs, y compris des actions de Saïd, c'est-à-dire arrêter, détenir et interroger violemment les supporters supposés de M. Bozizé à l'OCRB, tel que décrit au paragraphe 124 à 303 et paragraphe 304 à 345 du mémoire de conclusion de l'accusation. Et enfin, de la conduite postérieure des co-auteurs au CEDAD, parmi lesquels Adam, Tahir et Lamboucha, entre autres, tels que décrits au paragraphe 55, 72 et 75 du mémoire de conclusion de l'accusation. L'accusation a donc démontré que Saïd et d'autres co-auteurs ont agi en fonction d'un plan commun auquel ils ont directement participé. Pour en venir au point suivant, paragraphe 605 à 610 du mémoire de conclusion de la défense prétend que les bases de liste pour énumérer les individus en tant que co-auteurs n'est pas claire ici. Selon la défense, certaines personnes auraient dû être incluses dans cette liste et en sont exclues. Cette thèse de la défense est infondée. C'est l'accusation et pas la personne accusée qui détermine la portée des charges et des chefs d'accusation qu'elle soumet à une chambre préliminaire pour confirmation en fonction des preuves dont elle dispose. Le fondement de l'intégration d'une personne dans la liste des co-auteurs sont les preuves qui le démontrent, qu'il faisait partie d'un plan conjoint et qu'en pleine connaissance de cause, ils ont fait des contributions essentielles à ce plan commun pour viser des partisans supposés de Bozizé à Bangui en se livrant aux crimes relevant des chefs 1 à 7 à l'OCRB, tel que décrit dans le paragraphe 124 à 303 et 304 à 345 du mémoire de conclusion de l'accusation. Il n'y a pas d'exigence légale selon laquelle un plan commun n'a pas de validité parce que certaines personnes qui auraient pu en faire partie ne sont pas citées. Il est suffisant d'avoir une pluralité de personnes, indépendamment de leur nombre ou du fait que toutes les personnes impliquées sont citées. De fait, tout comme la responsabilité conjointe, il n'est pas nécessaire d'identifier nommément chacune des personnes impliquées et en fonction des circonstances de l'affaire, il peut suffire de faire référence à des catégories ou à des groupes de personnes. Et je vous renvoie, mesdames, messieurs les juges, à l'affaire Gratchnik, dans le jugement en appel, paragraphe 156, pardon, 167 à 610 et le jugement d'appel stagique au paragraphe 69. Mesdames, messieurs les juges, nous soutenons que c'est ce plan commun, exprimé ou induit, arrangé préalablement et matérialisé de manière contemporaine, qui lie les co-auteurs et qui justifie leurs poursuites respectives pour leurs agissements. Je renvoie au jugement en appel de Banga, paragraphe 444.
Pour en venir au sujet suivant, paragraphe 6 ou 7 du mémoire de la défense. La défense soutient qu'on ne peut pas établir de contribution essentielle au crime et donc au plan commun. C'est inexact. Des contributions essentielles peuvent être faites à n'importe quelle étape du projet criminel, ce qui signifie qu'elles peuvent être faites au niveau de la programmation, de la planification, de la préparation ou de l'exécution. Confère Bemba et al., jugement, paragraphe 810, et l'affaire Lubanga, jugement en appel, paragraphe 473. Un co-auteur peut donc apporter une contribution essentielle soit au crime, soit au plan commun, en fonction des circonstances de l'affaire. Le facteur clé étant que, quel que soit le moment où intervient la contribution, elle est faite dans le cadre d'un plan commun ou selon un plan commun. Je fais référence au jugement Bemba et al. Numéro 2275, paragraphe 812 et paragraphe 824. Contribution essentielle, lorsqu'elle est faite pour le plan commun, par exemple au niveau de la planification et de la préparation, plutôt qu'à l'étape de l'exécution. C'est la chambre d'appel dans l'affaire Bemba explique qu'une chambre d'instance n'a pas besoin de conclure qu'il a également eu une contribution essentielle au crime. Je fais référence à l'arrêt Bemba, paragraphe numéro 2275, paragraphe 812 à 824. Donc, Madame la Présidente, il n'y a rien dans la jurisprudence de la Cour qui établisse que la contribution essentielle doit être faite au crime. En l'espèce, l'accusation a présenté des éléments probants, notamment au paragraphe 305 et 344 de son mémoire final. La juge présidente, vous avez pris plus de 16 minutes jusqu'à présent. Je vous le dis, parce que nous n'allons pas vous accorder plus de temps. Monsieur Bifoli, merci, j'en prends bonne note. En l'espèce, l'accusation a, dans ses arguments en substance, notamment les paragraphes 305 et 344 du mémoire final de l'accusation, démontré que Saïd a apporté une contribution essentielle au plan commun. En conséquence, nous vous exhortons, Madame la Présidente, de conclure que Saïd a apporté une contribution essentielle au plan commun. Madame la Présidente, on arrive maintenant à un autre sujet. Paragraphe 611 du mémoire final de la défense. La défense prétend que la fourniture de nourriture, d'armes et de badges d'identification par Saïd à l'OCRB ne constitue pas une contribution essentielle. Il prétend également qu'il n'y a rien d'illégal ou d'anormal dans la fourniture de ce genre de choses. D'abord, cette affirmation n'est pas correcte, puisqu'elle ne reflète pas correctement les contributions essentielles de Saïd. La fourniture de nourriture, de badges et d'armes par Saïd clairement fait partie des contributions essentielles de Saïd et ne peuvent pas être ignorées ou considérées comme non essentielles. Deuxièmement, la nature essentielle de la contribution de Saïd au plan commun n'est pas exclusivement établie par le fait non contesté qu'il a joué un rôle clé dans la fourniture de nourriture, de badges d'identification et d'armes. Plutôt, elle est fondée sur l'ensemble des faisceaux d'éléments de preuve relatifs à la contribution de Saïd en tant que plus haut gradé au sein de l'OCRB. Troisièmement, la défense soutient qu'il n'y a rien d'illégal ou d'anormal dans la fourniture de nourriture et de badges. Et cette affirmation est erronée, puisque la contribution essentielle peut prendre diverses formes. Elle peut ne pas être criminelle de par sa nature, ni être faite au niveau de l'exécution. Les actes comme tels font partie de l'actus reus, du crime ou de l'infraction en question, mais elles peuvent être prises en considération lorsqu'il s'agit de déterminer si l'accusé a apporté une contribution essentielle au crime ou à l'infraction. Je vous renvoie, Madame la Présidente, à l'arrêt de la Chambre d'appel numéro 2275 par Bemba et consorts, paragraphe 810.
Your Honors, I now turn to the next Madame la Présidente, j'en arrive maintenant 618 to 627 of the defense. The defense contends that Said should not have liability au point soulevé par la défense, à savoir que M. Saïd ne devrait pas être responsable des actes commis par les co-auteurs puisque M. Saïd n'est pas mentionné. Nous estimons qu'en tant que co-auteur, il n'est pas nécessaire que Saïd apporte une contribution essentielle à chacun des incidents incriminés, à condition que les crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan commun où Saïd, en tant que co-auteur, a apporté une contribution essentielle avec intention et connaissance. Je fais référence au paragraphe 812 de l'arrêt de la Chambre d'appel dans Bemba et consorts. on the next issue, Your Honors. The defense argument at paragraph La défense présente un argument au paragraphe 615 dans son mémoire final, à savoir que la Chambre de première instance devrait, pour l'essentiel, faire fi des éléments apportés par certains témoins s'agissant de la méthode de torture Arbatachar, simplement parce que ces témoins n'ont pas précisé l'identité des victimes au sujet desquelles ils ont déposé. L'accusation est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de prouver l'identité précise des victimes visées pour prouver qu'un crime a bel et bien été commis. Je vous renvoie à l'arrêt au jugement d'instance Bemba, paragraphe 88. on the next issue, the defense Point suivant, 630 to 631 that Said did not have la défense prétend que Saïd n'avait ni le contrôle ni l'autorité sur la Seleka au CRB. it is our submission that De l'avis de l'accusation, au paragraphe 337 à 342 du mémoire de l'accusation, l'accusation a démontré que Saïd exerçait un commandement et un contrôle effectif sur la Seleka au CRB. De plus, le fait qu'il y avait quelques cas d'indiscipline tels que cela a été relaté par le P0338 ne signifie pas pour autant que le pouvoir et l'autorité de Saïd sur la Seleka au CRB étaient diminués. La déposition de P0338 doit être prise en compte dans le cadre de l'appréciation des autres éléments figurant au dossier et non pas de manière isolée. Enfin, j'en arrive à la question de l'intention et de la connaissance. Au paragraphe 636 et 638, la défense prétend que l'accusation n'a pas réussi à démontrer l'intention et la connaissance qu'avait M. Saïd. Madame la Présidente, nous estimons que, comme cela a été établi par la jurisprudence de la Cour, l'élément psychologique peut être déduit sur la base de l'ensemble de la preuve, y compris sans y être limité, la position de l'accusé dans le plan commun et son rôle et sa contribution essentielle à la commission des crimes. Je vous renvoie à l'article 58 de la décision Al-Mahdi, paragraphe 171. Et l'appel Bemba, paragraphe 1308. Et sur ce, je repasse la parole à Madame Makwaya. Merci, la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur Bifoli. Madame Makwaya. Vous avez 41 minutes pour résumer votre réquisitoire pour le compte de l'accusation. Sorry, Madam President, I didn't have... Madame Makwaya, pardon, Madame la Présidente, je n'avais pas mon casque. De combien de temps est-ce que je dispose? La Présidente, vous avez environ 41 minutes. Jusqu'à midi 49. Madame Makwaya, rebonjour Madame la Présidente. Je vais commencer donc à résumer certains aspects clés de notre thèse. Et pour cela, et pour les aspects que nous ne pourrons pas résumer devant vous, nous nous en remettons à vous et nous nous fondons sur notre écriture en clôture. Madame la Présidente, tout au long du procès, vous avez entendu des témoignages.
selon lesquels, vers la fin 2012, la situation en République centrafricaine était volatile et précaire et qu'il y avait des combats hostiles et des hostilités intenses entre la FACA et la coalition Seleka. Par exemple, le témoin P de 091, ancien Premier ministre, l'a dit, et le témoin P2105 a tenu des propos similaires. Sur ce point, Madame la Présidente, nous aimerions vous montrer la route que le témoin 2105 a empruntée, a-t-il dit à la Cour, et ultérieurement, d'autres témoins ont utilisé la même carte de la République centrafricaine pour démontrer la descente vers Sibut et l'attaque sur Bangui du 24 mars 2013. Now, what we have before us Ce que nous avons à l'écran devant nous, Your Honours have before you now Madame la Présidente, Madame, Messieurs les juges, c'est une carte de la République centrafricaine. Je vais la parcourir avec vous. Vous avez entendu le témoin 2105 qui a déposé devant vous dire qu'il avait rejoint la Seleka à Bria, transcription 023, 13 à 17. Durant sa déposition, il a annoté cette carte pour indiquer les routes qu'avaient empruntées les commandants Seleka avec leurs troupes lors de leur descente sur Bangui. Le P2105 a quitté Bria et s'est dirigé vers Bambari. Il a accompagné son commandant de Bria à Bambari. Il a indiqué que d'autres commandants avaient quitté Bambari à l'avance pour se rendre à Sibut, alors que certains traversaient la Brousse et Grimari. Le témoin 2105 a indiqué que lorsque la colonne Seleka a quitté Bambari, une autre colonne Seleka, avec un commandement différent, a quitté Kabo, et une autre a quitté Kaga Bandoro, que vous voyez à l'écran, en partie gauche de l'écran, et de Dekoa pour se rendre à Sibut. Le P2105 a également dit que le but de tous ces groupes était de converger sur Sibut. Transcription 02 23 17 18. À ce moment-là, a-t-il dit, il savait que les membres du gouvernement étaient restés à Sibut et que certains chefs Seleka s'y trouvaient également, ainsi que des membres du gouvernement, comme je viens de l'indiquer. Il a également expliqué lors de sa déposition qu'il y avait des troupes sud-africaines, les CASE, qui étaient cantonnés à Damara. Il vous a dit qu'ils étaient cantonnés à Damara parce qu'il y avait une ligne rouge qui indiquait la séparation entre les troupes gouvernementales et les troupes Seleka. À l'époque, on parlait de la ligne rouge de Damara. Vous pouvez la voir à l'écran sur la carte. Il a également déclaré qu'il y avait des combats intenses la nuit du 23 mars, alors que la Seleka tentait de se diriger vers Bangui. Un autre témoin a parlé de ce même sujet. Il s'agit d'un témoin 0432. Vous vous rappellerez de sa déposition. Il avait brossé un tableau complet de ce qui s'était passé. Je ne parlerai pas de son rôle pour ne pas l'identifier. Donc, les Seleka sont allés dans différentes provinces de la République centrafricaine et pour négocier avec des membres de haut rang du gouvernement Bozizé et de la Seleka Sibut. Vous avez des éléments au dossier qui indiquent que, et vous avez parlé au 342, vous vous rappelez que le président Jotodia porte l'écharpe rouge, à sa droite Noureddin Adam avec une écharpe verte. La greffière d'audience, est-ce qu'on peut montrer cette image au public? Madame Makwaya, oui. Le P03
4.2 a dit qu'à ce moment-là, à Damara, les Séléka étaient en train de se regrouper et de s'amasser. Le témoin a également raconté que pendant que comment la Séléka est entrée dans Bangui, par différents axes en provenance de Damara, ils ont emprunté l'axe Damara, l'axe Boali et l'axe Mbaiki. Et le point culminant a été l'attaque des Séléka sur Bangui le 24 mars. D'autres témoins pertinents, s'agissant de cette partie des éléments de preuve, se retrouvent dans les dépositions du P1611, Chacun de ces témoins a corroboré le fait que les différentes sections reflétaient l'interaction personnelle avec l'armée Séléka alors qu'elle se déplaçait entre les provinces pour attaquer Bangui. Ce que vous avez à l'écran maintenant, Madame la Présidente, c'est une... Je crois que la défense a des difficultés. Your mic is not on, so Votre microphone n'est pas allumé, dit la Présidente. Maître Naouri, désolé, je ne voulais pas interrompre. Transcrit, on n'a rien, on n'arrive pas du tout à suivre. Vraiment désolé, consoeur. I'm running against time. Madame Macroya, le temps presse. La juge-présidente n'empêche que nous avons besoin d'une transcription. Il faut que le transcript puisse être correct. Madame Macroya, est-ce que vous voulez que je reprenne cette dernière partie? Would you like me to repeat? Est-ce que vous souhaitez que je répète mon propos? Alors, on n'a pas du tout la liste des pseudonymes. Donc, la liste de pseudonymes que vous venez de donner, si vous pouviez avoir la gentillesse de la répéter, ce serait très utile. They'll pop up in a minute as well on the screen, but I'll do. Madame Macroya, ça apparaîtra dans un instant, mais donc 11 67 02 91 12 63 25 63 22 40 et P 0338. Et j'avais simplement dit, Madame la Présidente, que chacun de ces témoins corroborait une section reflétant leur interaction personnelle au sein de l'armée Séléka alors qu'ils progressaient à travers les provinces pour attaquer Bangui. Commençons par le 1167, donc un témoin de l'intérieur de la Séléka. Il vous a parlé de la coordination des routes Séléka menant vers Bangui. Ce témoin a rejoint le groupe Séléka à Sibut et pendant qu'il était sur l'axe, parce qu'il a quitté Sibut pour se rendre à Kokora, que Michel Djotodia allait s'y rendre et qu'une réunion avec tous les officiers Séléka allait avoir lieu. Transcription T34, P5, 7, 2.23. Il a également déclaré, Madame la Présidente, que la décision a été prise de descendre sur Bangui pour prendre le pouvoir ultérieurement. Transcription T34, P43, 9. Additionally, En outre, il a déclaré qu'une autre section ou colonne Séléka était censée aller à Bouaka, Bossangoa et Bossembele, alors que une deuxième section était censée se rendre à Sibut, ensuite Bangui, via Damara. Le témoin a déclaré, je cite, « Bouaka était tombé, Bossangoa avait été attaqué et la section qui avait attaqué Bossangoa se déplaçait vers Bossembele et cette section se dirigeait vers Bossembele. Ce témoin, qui est un témoin de l'intérieur, comme je l'ai indiqué, Madame la Présidente, a également déclaré qu'il y avait un certain degré de résistance à Damara. Il y a eu des combats.
T34, page 43, 32. Pendant qu'il s'y trouvait, il a entendu qu'un autre groupe s'était dirigé vers Bambari avec leur commandant et ils ont vu des FOMAC, donc le contingent tchadien, remettre des munitions au Séléka. Il a également entendu dire que les soldats sud-africains bloquaient la route vers Bangui, ce qui voulait dire que les Séléka ou certains Séléka devaient passer par Lando et Boali pour arriver à Bangui le 24 mars, T34, P65. L'ancien Premier ministre de la République centrafricaine a également comparé devant vous et a déclaré dans sa déposition qu'il y avait eu une réunion avec Jotodia à Sibut. Il vous a expliqué que l'intention était de pacifier la Séléka et de restreindre leurs mouvements et que les Séléka avaient émis un ultimatum de 72 heures pour déposer les armes et que s'ils ne respectaient pas cet ordre, qu'ils prendraient les armes. T761, version anglaise, à la page 311, 33, 15. Le Premier ministre a également expliqué qu'il y avait 2 fronts à ce stade-là, sur l'axe d'Amara. Il y a eu un autre combat, une autre bataille sur la route de Bossembélé. Il a confirmé que les combats se sont terminés par le renversement par la Séléka du gouvernement Bozizé le 24 mars. Le témoin des faits, témoin P 1263, se trouvait également à Sibut. Il ne pouvait pas se déplacer parce que la Séléka était arrivée à Damara et il y avait cette ligne rouge, donc il y a eu un blocus, il ne pouvait pas quitter Sibut. Il a déclaré que du fait de cette ligne rouge, il n'a pas pu se rendre à Bangui. Madame la Présidente, vous vous rappelez de cette déposition, il n'y avait pas que la Séléka qui n'était pas autorisée à traverser la ligne rouge à Damara, cela s'appliquait également à l'armée FACA. L'armée FACA ne pouvait pas se rendre dans les zones Séléka. À ce stade, Madame la Présidente, les éléments de preuve figurant au dossier démontrent que la République centrafricaine était quasiment divisée en deux avec une ligne de démarcation séparant les belligérants, les Séléka se trouvant dans le nord et les FACA et les forces Bozizé ou les forces gouvernementales dans la zone sud. Le témoin a également rappelé que les Séléka étaient venus en véhicule par la route de Bambari et Bandora pour se rendre à Sibut. Le témoin 263 a également indiqué que les Séléka disposaient de véhicules et qu'ils étaient armés, ils avaient des armes et qu'ils portaient l'uniforme militaire, transcription T0104, version anglaise, page 31. J'en arrive maintenant au témoin P2563, un témoin de l'intérieur de la Séléka, qui a également déclaré qu'il y avait des mouvements de la Séléka et qu'il voulait converger vers Sibut et que la ligne rouge les a empêchés d'aller au-delà. Il est allé là-bas avec un commandant Séléka, il est arrivé. Il a également parlé des négociations qui avaient eu lieu à Sibut entre les chefs Séléka et les commandants, y compris Jotodia, parce qu'il était présent là pendant plus de 3 jours. Le P224, un officiel, un autre témoin des faits, a apporté une déposition similaire et il a parlé de l'échec de la médiation entre la Séléka et le gouvernement Bozizé. L'échec des négociations a mené au fait que la Séléka a traversé la ligne rouge à Damara, comme cela a été déclaré par le témoin au transcript T032, car OTP 2107 88 60 R02 à 88 63 jusqu'à 88 64, paragraphe 13 à 15. Un autre témoin de l'intérieur, le témoin P0038, a tenu un récit similaire. Il a parlé du fait que les forces de la coalition Séléka s'étaient réunies à Sibut. Ils étaient venus de différentes zones. Il a également parlé de la ligne rouge et
Il a parlé d'autres membres du gouvernement qui avaient ultérieurement quitté Sibut pour retourner à Bangui. Now, that, Madam President, Voilà ce qui conclut cet aspect de la Seleka et des crimes de guerre et qui réfute les affirmations de la défense, à savoir qu'il y avait une situation de chaos, c'était une coalition de circonstances. C'était tout ce que la Seleka faisait était sous l'effet d'une impulsion et qu'il n'y avait pas d'organisation claire. Alors qu'on a vu qu'il y avait des colonnes Seleka, des sections Seleka qui couvraient l'axe Sibut, qui ont convergé vers Sibut et qui ont planifié l'attaque sur Bangui pour renverser le président Bozizé le 24 mars. À ce stade, Madame la Présidente, je passe la parole à Madame Daguiré pour terminer la présentation de l'accusation. La juge présidente, très bien. Merci beaucoup, Madame la procureure. Madame Daguiré. may it please the Madame Daguiré, plaise à la Cour. Dans le cadre de ma présentation, je vais parler du chef numéro 7 du crime de persécution imputé à M. Saïd, après quoi je parlerai des conditions de détention inhumaines infligées aux personnes à l'OCRB. L'accusation a prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, que pendant la période visée par les charges, M. Saïd et d'autres membres de haut rang de la Seleka et la Seleka OCRB ont ciblé aux fins d'attaque des hommes de Bangui qu'ils soupçonnaient d'être des sympathisants de François Bozizé. M. Saïd et ses co-auteurs l'ont fait conformément à une politique d'État ou organisationnelle de la Seleka qui a été conçue par la Seleka et exécutée par les représentants de son gouvernement et les éléments de la Seleka. Les hommes ciblés n'avaient même pas besoin de montrer qu'ils étaient partisans. Il suffisait qu'ils résident dans des quartiers perçus comme étant associés à Bozizé, précisément Boyrabé, au 4e arrondissement et le 7e arrondissement. Il suffisait que les hommes soient chrétiens et qu'ils appartiennent à l'ethnie Baya, Manja et Banda. Tous des groupes perçus par la Seleka comme étant des soutiens de Bozizé. Il suffisait également, Madame la Présidente, que les hommes soient d'anciens FACA ou des membres de la garde présidentielle à l'époque où Bozizé était président de la République centrafricaine, ou encore qu'ils aient travaillé pour lui dans d'autres fonctions à cette époque-là. M. Saïd a approuvé cette campagne de persécution avec ses propres paroles et ses actions à l'encontre des hommes détenus au CRB. Il a personnellement menotté le témoin P3056 et mis un sac en plastique sur sa tête. Il l'a interrogé pendant 2 ou 3 heures sur son appartenance ethnique et ses liens présumés avec Bozizé, ainsi qu'au sujet d'un membre des Anti-Balaka. Je fais référence au transcript T20. M. Saïd a personnellement interrogé et menacé le témoin P2692 pratiquement tous les jours pendant presque 3 semaines qu'il a été détenu à l'OCRB afin d'établir s'il avait un lien quelconque avec un membre des Anti-Balaka. Je fais référence au paragraphe 31 de la déclaration de ce témoin. Les co-auteurs de M. Saïd à l'OCRB ont également approuvé la campagne de persécution avec leurs paroles et leurs actions visant les hommes détenus à l'OCRB. Par exemple, le témoin P1743 a déclaré, je fais référence à la transcription T87, que pendant que les Seleka le fouettaient, lui donnaient des coups de fouet sur son dos, il lui disait, toi et Bozizé, vous avez régné pendant 10 ans,
Et qu'est-ce que vous avez fait de bien ou de bon pour notre pays? Vous avez régné aux côtés de Bozizé pendant 10 ans. Et qu'est-ce que vous avez fait de bon qui vous permettent de vouloir nous chasser? Le témoin P0481 à la transcription T072 a déclaré que Noureddin Adam, le supérieur de M. Saïd, l'a interrogé concernant son association avec Bozizé et que la Seleka OCRB l'a ensuite sévèrement battu et brûlé avec du plastique chaud. Les témoins P0547 et 0622 ont confirmé que pour les Seleka, les sympathisants perçus de Bozizé étaient des animaux et des mercenaires qu'ils tueraient. Le témoin P0622 et ses collègues ont été harcelés du fait de leur lieu de travail et ils ont été envoyés à la Seleka OCRB comme étant les gens de Bozizé. Les éléments de preuve et les témoignages résumés au paragraphe 130 à 250 et 295 du mémoire final de l'accusation démontrent que la plupart des hommes qui ont été assujettis à ces crimes étaient d'appartenance ethnique Gbaya, Manja et Banda. Les preuves résumées dans ces mêmes paragraphes démontrent qu'au moins 15 des hommes qui ont subi ces châtiments étaient chrétiens. Le témoin 2692, au paragraphe 20 de sa déclaration, a dit qu'il a entendu les Seleka alors qu'il l'emmenait à l'OCRB jeter la pierre aux chrétiens pour avoir gouverné le pays pendant 50 ans. Sentiment repris par Michel Djotodia, qui était président à l'époque, d'après la déposition du témoin P0291. Les preuves et témoignages résumés au paragraphe 55 à 64 et 296 à 297 de notre mémoire de conclusion confirment tous qu'au mois d'avril et août 2013, les Seleka visaient les résidences de Boïrabé dans le 4e arrondissement pour les attaquer et celles dans le 7e arrondissement parce que d'anciens FACA ou membres de la garde présidentielle y résidaient. Le dédain des Seleka pour ces quartiers est également démontré par le langage déshumanisant utilisé par les Seleka pour faire référence aux résidents de Boïrabé pendant ces attaques. Un témoin nous a raconté comment le supérieur de M. Saïd, Noureddin Madame, avertissait les résidents de Boïrab d'arrêter leur obstination et dit, et je le cite, « S'ils ne s'arrêtent pas un jour, je brûlerai ce quartier ». Fin de citation. Un autre témoin se souvenait qu'un commandant Seleka appelé Kondo a averti les résidents de Boïrab, disant que s'il est coupable des tirs à l'Assemblée nationale pendant la prestation de serment de M. Djotodia ne se livrait pas, et je cite, « les lézards se confondraient avec les arbres », ce qui signifie que les civils seraient attaqués tout comme les militaires. C'est les paragraphes 43 et 44 de la déclaration de CAR-OTP 2074-2965. Les soldats Seleka ont également dit aux résidents de Boïrab qu'ils représentaient une valeur inférieure à celle des poulets. Il est irréfutable, mesdames, messieurs les juges, qu'aucun des témoins dans leur récit, paragraphe 130 à 215 de notre mémoire, qui étaient détenus à l'OCRB, pas plus que ceux qui ont attaqué pendant les opérations Seleka au mois d'avril et août 2013, n'ont pris part à aucune hostilité. Monsieur Saïd et ses co-auteurs Seleka ont visé systématiquement les hommes
ensuite détenu à l'OCRB pendant la période incriminée et les persécutant pour des raisons politiques, ethniques, religieuses et de genre. Cette nature multiple du ciblage discriminatoire est reconnue par cette Cour au paragraphe 787 et 936 du jugement d'instance dans l'affaire Le Procureur contre Abdelrahman. Nous invitons cette honorable Chambre à se prononcer de façon similaire et de condamner ou reconnaître coupable M. Saïd pour le crime de persécution perpétré contre les personnes détenues à l'OCRB pendant la période incriminée. J'en viens maintenant aux conditions de détention inhumaines auxquelles étaient soumises les personnes détenues à l'OCRB. Les multiples témoignages et preuves documentaires nous montrent que les conditions de détention étaient déplorables. Les détenus étaient tenus dans des cellules sombres, chaudes, à l'OCRB, et d'autres détenus dans la cellule souterraine sous le bureau de M. Saïd, dans le bâtiment principal. Les preuves résumées au paragraphe 257 de notre mémoire établissent que au moins 25 hommes ont été détenus dans la cellule souterraine que vous voyez à présent à gauche de vos écrans pendant la période incriminée. Les témoins P3056, P3053, P3064 et P2400, transcription 20, 30, 74 et 75, ont tous témoigné de leurs expériences ayant été personnellement détenus dans cette cellule souterraine sous les ordres de M. Saïd, ou sur ordre de M. Saïd. Les témoins P2979, P2400, P3056, P3064 et P0547 ont décrit la cellule souterraine sous le bureau de M. Saïd était sombre, sale, infectée de lézards, d'excréments humains, sentant particulièrement mauvais, et de cafards. Non seulement ceci symbolise la dépravation grave de la liberté des personnes qu'il détenait à l'OCRB, de la part de M. Saïd et de ses acolytes, mais c'est aussi un rappel constant de la proximité de M. Saïd, de ses crimes jugés, dont il ne peut pas plaider l'ignorance. Les preuves montrent que si M. Saïd était en charge de l'OCRB pendant la période incriminée, les personnes détenues sur place pendant cette période-là n'ont pas reçu d'attention médicale pendant leur détention. Par exemple, P2400, pendant sa détention, n'a reçu aucun soin médical de la part de M. Saïd ou d'autres membres de Seleka à l'OCRB pour ses saignements et sa blessure à la tête pendant qu'il était détenu dans une autre base Seleka de Bangui. P0547 a été torturé et traité avec cruauté par les Seleka à l'OCRB, des Seleka que commandait M. Saïd. Les Seleka se sont ensuite moqués de ce témoin parce qu'il n'arrivait pas à sortir de la salle souterraine du fait de ses blessures très graves. Les preuves montrent que les détenus dans cette cellule souterraine ne pouvaient pas partir ou en sortir à volonté. Le témoin 54-7 se souvient qu'une fois, lui et ses codétenus ont négocié avec les Seleka qui gardaient cette cellule souterraine de les faire sortir pour pouvoir obtenir quelque chose à boire ou prendre des médicaments. À ce moment-là, les Seleka ont autorisé la sortie des détenus parce que M. Saïd n'était pas présent. Mais lorsqu'il est revenu et qu'il a trouvé les détenus à l'extérieur, il a donné instruction qu'on les remette immédiatement dans cette cellule souterraine et ça apparaît dans le témoignage
au transcript 13 et 16. Les conditions des cellules à l'OCRB, sur le terrain de l'OCRB, étaient tout aussi terribles. Le témoin 0622 a raconté que la cellule était tellement remplie de personnes qu'il était impossible de s'allonger par terre. Le témoin 2692 a raconté que pour dormir, les détenus dans sa cellule devaient s'allonger sur le côté, tête bêche, et ils devaient se partager l'espace contre le long des murs avec ceux qui partageaient la cellule. Le paragraphe 29 de sa déclaration. Le témoin 2263 raconte qu'il n'y avait pas d'eau et que à l'intérieur de la cellule et que les toilettes étaient sales, pleines de sel. Les CDK de l'OCRB ont donné à 2633 et ses co-détenus des bouteilles vides dans lesquelles ils pouvaient uriner. Un autre témoin, transcription 72, nous expliquait que les CDK de l'OCRB lui ont noué les mains pendant ses 10 premières journées de détention à l'OCRB. Il était ligoté la nuit pour dormir et même il avait besoin de l'aide d'autres détenus pour pouvoir se soulager dans un seau dans la cellule où il était détenu. C'est la transcription 72, page 31 à 33. Juge président, il vous reste, Madame le procureur, quelques 10 minutes. Procureur, les preuves montrent que les détenus à l'OCRB ne disposaient pas d'eau ou d'aliments comme il aurait fallu. Le témoin 1429, P2931, P3056, P3064 et P2337, tous ont dit, mesdames, messieurs les juges, que certains détenus de l'OCRB devaient s'appuyer sur leur famille pour obtenir des aliments. Et pourtant, le témoin 0662 et ses co-détenus n'avaient d'autre choix que de boire leur propre urine pour survivre et éviter de mourir de soif. Le témoin nous le raconte au paragraphe 59 et 62 de sa déclaration. Les preuves établissent que le témoin P2241 a vu son droit à la liberté violé lors de sa détention à l'OCRB pendant 2 semaines sans qu'aucun chef d'accusation ne lui soit communiqué. Malgré sa piètre santé et sa piètre condition médicale, la témoin 2241 n'a pas obtenu de la part de M. Saïd ou des CDK de l'OCRB de médicaments pendant toute la durée de sa détention à l'OCRB. Et malgré le fait que sa famille ait payé une rançon à M. Saïd, la témoin 2241 n'a pas été libérée. Je vous renvoie, mesdames, messieurs les juges, à la transcription anglaise, ou plus exactement la version anglaise de la transcription de ce témoignage. Transcription numéro 48. Les témoins P3056, P3053, P3064, P2400 et P2179, P0547, P0622, P2692, P2263, P0483, P1429, P2931, P2337, P2241 et P2339 ont tous apporté des récits cohérents, crédibles, fiables sur les conditions de détention inhumaines appliquées à l'OCRB de leur propre observation et de leur propre expérience. Ils ont tous confirmé que les conditions n'étaient pas respectueuses de l'être humain, les privant de leurs droits les plus fondamentaux et les soumettant à des souffrances physiques et mentales graves. La Chambre doit donc reconnaître M. Saïd coupable des chefs d'accusation numéro 1 sur la base de son rôle à l'OCRB, sa participation au crime et sa proximité avec les crimes d'emprisonnement
ou privation de la liberté grave, des personnes susmentionnées qui étaient détenues à l'OCRB. Et je rends la parole à présent à ma collègue, Madame Makwaya, pour nos conclusions. Merci. Présidente, merci beaucoup. Madame le procureur, Madame Makwaya, je vous en prie, vous avez 5 minutes pour conclure. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les juges. Des preuves obtenues des 81 témoins que nous avons présentés devant la Chambre, il ne fait aucun doute que M. Saïd était à l'OCRB, était responsable CDK, était le chef de facto à l'OCRB entre avril et août 2013, moment auquel ils ont été démantelés. Il ne fait aucun doute des preuves que nous disposons, mesdames, messieurs les juges, qu'à l'OCRB, des personnes étaient détenues, étaient retenues de manière arbitraire, sans procès. Sans procès. De la même manière, on ne peut contester le fait, mesdames, messieurs les juges, qu'à proximité immédiate du bureau de M. Saïd, il y avait une cellule souterraine. Madame Ngaguéré vous a montré certaines photos. Une cellule où les gens étaient détenus et traités de la manière la plus horrible. Les preuves montrent également, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les juges, que M. Saïd contrôlait pleinement, dirigeait pleinement l'OCRB lorsqu'il y était. Il n'était pas simple volontaire, il n'était pas un adjudant, comme voudrait vous le faire croire la défense de M. Saïd. Ceci étant dit, Mesdames les juges, Messieurs les juges, merci d'avoir écouté nos thèses aujourd'hui et nous demandons respectueusement que vous déclariez M. Saïd coupable des chefs de 1 à 7 dont il est accusé. L'accusation à la charge de la preuve au-delà de tout doute raisonnable et nous pensons que c'est ce que nous avons fait. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les juges. Nous restons à disposition si vous avez des questions. Présidente, merci beaucoup, Madame le procureur. Merci à l'équipe du procureur. Nous allons demander à Maître Pellé d'intervenir à présent au nom des victimes des crimes. Maître Pellé, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame et Messieurs les juges, nous prenons la parole aujourd'hui au nom des 32 victimes que nous avons eu l'honneur et la responsabilité de représenter tout au long de ce procès, mais aussi plus généralement pour porter la voix de toutes celles et ceux qui ont souffert en silence pendant plus de 12 ans. Ces victimes, qu'elles aient pu participer à cette procédure ou qu'elles en aient été exclues, attendent ce moment depuis 2013. Ces femmes et ces hommes ont vu leur vie irrémédiablement brisée entre les murs de l'Office central de répression du banditisme, l'OCRB, sous le contrôle de la Seleka et de l'accusé Mahamat Saïd Abdelkani. Elles ont attendu plus d'une décennie pour que leur voix puisse enfin être entendue. Elles attendent la vérité, elles attendent la reconnaissance et elles attendent la justice. Ces victimes n'étaient pas des combattants. Ces victimes n'étaient pas des criminels. Ces victimes étaient de simples civils. Des mères, des pères, des étudiants, arrêtés, torturés et parfois tués, simplement parce qu'elles étaient perçues comme des opposants au régime issu du coup d'État du 24 mars 2013. Leur seul tort, habiter Boyrab, être baya, être chrétien,
porter l'uniforme des FACA, avoir exercé leur métier sous l'administration renversée, être suspecté d'être lié à la rédaction et à la distribution de tracts appelant à la démission de M. Djotodia, ou simplement s'être trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Madame la Présidente, Madame et Messieurs les juges, permettez-moi de rappeler ici le rôle fondamental des victimes devant cette Cour. L'article 68.3 du Statut de Rome leur reconnaît le droit de participer aux procédures lorsque leurs intérêts personnels sont concernés. Ce droit n'est ni accessoire ni symbolique, il est essentiel. Il est au cœur même de la mission de cette Cour. Les victimes ne sont et ne devraient pas être de simples spectatrices au procès pénal. Elles ne sont pas des procureurs bis. Elles ont une voix propre, une perspective unique et une légitimité incontestable. Leur participation est un vecteur de vérité, de justice et de réparation. Et de fait, leur participation aurait pu vous permettre de comprendre les crimes dans toute leur humanité, dans toute leur complexité. Or, dans cette affaire, vous avez réduit leur rôle à une simple formalité. Vous avez adopté une approche excessivement restrictive, limitant leur participation aux seuls incidents cités à titre d'exemple dans la décision de confirmation des charges. Pourtant, la participation des victimes devant cette Cour n'est pas un privilège accordé au gré des circonstances, mais un droit fondamental qui doit être exercé dans des conditions dignes, cohérentes et respectueuses. Vous avez exclu des victimes alors même qu'elles avaient été détenues à l'OCRB pendant la période couverte par les charges, parfois arrêtées et maltraitées par l'accusé lui-même. D'autres ont vu leur statut de victime participante à la procédure retiré, sans que jamais leur crédibilité ne soit remise en cause. Et cette approche, votre approche, Madame la Présidente, Madame et Messieurs les juges, a privé la procédure d'une richesse essentielle, celle du vécu des victimes et de leur nécessaire contribution à la recherche de la vérité. Et pourtant, malgré cette mise à l'écart, les victimes continuent de croire en la Cour. Elles espèrent que vous les entendrez enfin. Elles espèrent que vous reconnaîtrez leur souffrance. Elles espèrent que vous leur rendrez justice. Et elles espèrent, à nouveau, avoir enfin l'occasion de faire entendre leur voix. Madame la Présidente, Maître Dibert Bécoy va poursuivre avec une synthèse des vues et préoccupations des victimes. Lors d'une récente mission à Bangui, les victimes qui participent à la présente procédure ont exprimé avec force leurs attentes, leurs souffrances persistantes et leurs souhaits quant au jugement à venir. Malgré la diversité de leur vécu, un message commun se dégage. Elles veulent être entendues, reconnues et protégées contre l'oubli. Certaines insistent sur l'importance capitale que la Chambre prenne pleinement en compte la réalité de ce qu'elles ont vécu. Selon A/70-297/22, je cite, « Il est important que les juges gardent en mémoire le vécu des victimes quand ils se retireront pour rendre leur jugement. » D'autres victimes ont souligné que leur souffrance n'est pas limitée dans le temps.
ou par les bornes juridiques de ce dossier. A/70-303/22 souligne, je cite, « Je suis en vie, mais la souffrance continue. » Tandis que A/70-294/22 rappelle que, je cite, « L'état de santé des victimes se dégrade au fil des ans. » Plusieurs victimes ont exprimé leur profonde déception face à l'étendue limitée de l'affaire et au sentiment d'une justice imparfaite, puisque d'autres crimes commis par l'accusé n'ont pu être examinés. A/300-04/24 insiste sur le fait que, je cite, « Les victimes ont été oubliées alors que les coupables ont été récompensés. » Et A/70-299/22 ajoute, je cite, « Je veux retrouver une forme de quiétude grâce à la condamnation de l'accusé. » Les victimes ont vécu la réalité des faits. Elles espèrent vraiment que justice soit faite. Pour donner l'exemple aux autres criminels, pour beaucoup d'entre elles, la stigmatisation demeure une réalité quotidienne. A/70-295/22 explique que, je cite, « Les victimes sont stigmatisées. Les gens pensent qu'elles ont été arrêtées parce qu'elles avaient fait du mal, ce qui les empêche de retrouver un emploi et une place dans leur propre communauté. Nombre d'entre elles continuent de vivre avec les séquelles psychologiques des tortures, des violences et de la terreur imposée par l'accusé. A/70-290/22 confie, je cite, « Je garde en mémoire les tortures que j'ai subies. Je suis mal à l'aise avec le passé. » A/70-311/22, quant à lui, admet être énervé à chaque fois qu'il repense aux événements. D'autres encore, à l'instar de A/70-293/22, insistent sur le fait, je cite, « La souffrance des victimes doit être reconnue. Cette souffrance est inoubliable. » Plusieurs victimes se sont exprimées précisément sur le rôle de l'accusé. A/70-313/22 déclare sans ambiguïté, je cite, « Saïd m'a frappé. Saïd ne veut pas être acquitté, c'est impossible. » A/70-298/22 parle quant à lui d'actes de barbarie et estime que, je cite, « L'accusé doit prendre conscience de ce qu'il a fait. » Enfin, A/360/22 résume la perspective de beaucoup. Je cite, « L'accusé doit se mettre à notre place. Nous sommes des humains, pas des animaux. » Et derrière chaque témoignage se trouve aussi un chemin de résilience, souvent solitaire. A/70-289/22 exprime la douleur de devoir continuer à vivre à côté de ceux qui les ont persécutés. Je cite, « Nous faisons un effort pour vivre avec nos ennemis. On porte chaque jour le poids des tortures subies. Il est très important de reconnaître notre statut de victime face à nos bourreaux. Enfin, malgré toutes les blessures, un fil d'espoir subsiste, la justice. Comme l'a exprimé A/70-299/22, je cite, « Je veux que justice soit faite. J'ai confiance à la justice de la Cour. » Sa rappelée va continuer avec la suite des conclusions finales faites au nom des victimes. Madame la Présidente, Madame et Messieurs les juges, les éléments portés à votre attention sont accablants. Ils sont précis, ils sont cohérents et ils sont corroborés.
Ils décrivent une campagne systématique de terreur, orchestrée par la Seleka et exécutée sous le commandement du colonel Mahamat Saïd Abdelkani à l'OCRB. L'OCRB, autrefois institution de maintien de l'ordre, devenu un lieu de torture au sein duquel, sous l'autorité de M. Saïd, des civils ont été détenus arbitrairement, battus, torturés et tués. Madame la Présidente, Madame et Messieurs les juges, ce n'était pas le chaos. M. Saïd était présent chaque jour, contrôlant ce qui se passait au sein de l'OCRB. Il tenait des réunions, donnait des ordres, approuvait des tortures, observait les passages à tabac, encaissait les rançons. Il n'était pas un simple spectateur. Il était l'architecte de la souffrance infligée aux victimes. La défense a tenté de semer le doute. Mais la spéculation, Madame la Présidente, Madame et Messieurs les juges, ne saurait constituer un doute. La défense n'a pas contesté les faits essentiels. Elle n'a pas présenté de preuves pour réfuter les crimes. Elle s'est contentée de centrer son argumentation sur une interprétation politique du contexte en République centrafricaine, à l'époque des faits, vue sous un prisme occidental et sur le parcours personnel des témoins. Mais la vérité demeure. Les victimes ont été détenues. Les victimes ont été maltraitées. Les victimes ont été torturées et les victimes ont été tuées. Et M. Saïd était aux commandes. Les preuves démontrent que ces actes ne résultaient pas de comportements isolés, de subordonnés incontrôlés. Ils répondaient à un schéma, à une politique de contrôle par la terreur. Et l'OCRB était un rouage essentiel de la domination de la Seleka sur Bangui. Et l'OCRB était, je le rappelle, placé sous le commandement de M. Saïd. Madame la Présidente, Madame et Messieurs les juges, l'approche restrictive de la Chambre en matière de participation des victimes a été, pour elle, profondément douloureuse. Pour beaucoup de victimes ont été exclues malgré des liens évidents et étroits avec les crimes. Je l'ai dit, leur voix a été réduite au silence, leur souffrance ignorée, et pourtant, elles continuent encore de croire en cette cour, elles continuent de croire en vous. Les victimes que nous représentons n'appellent pas à la vengeance, elles cherchent à comprendre. Elles veulent savoir pourquoi elles ont été arrêtées, battues, torturées, humiliées. Pourquoi leurs proches ont été enlevés ou exécutés, parfois sous leurs yeux. Les victimes veulent que leur dignité volée à l'OCRB soit enfin restaurée ici, dans cette salle d'audience et dans votre jugement. Les victimes veulent que leurs enfants puissent vivre en paix. Elles savent que la justice n'effacera pas la douleur, mais elles espèrent que la justice pourra au moins lui donner un sens. Madame la Présidente,
Tars von Litzenborg va continuer avec nos conclusions finales faites au nom des victimes. Madame la Présidente, Madame et Messieurs les juges, les crimes commis à l'OCRB n'étaient pas des crimes isolés. Ils s'inscrivaient dans un plan coordonné, exécuté avec intention. L'ascension de la Seleka s'est faite par la violence. Leur pouvoir s'est bâti sur la peur. Les preuves démontrent l'existence d'une politique visant à cibler les civils. Les victimes ont souffert physiquement, psychologiquement, matériellement. Comme l'a rappelé Maître Liber Bekoy, elles vivent avec des cicatrices, des traumatismes, des pertes. Elles ont perdu leur maison, leurs moyens de subsistance, leurs proches. Elles ont été humiliées, stigmatisées et oubliées. Mais aujourd'hui, elles sont là, debout. Et elles vous demandent une chose, la reconnaissance. Elles vous demandent de déclarer Mohamed Saïd Abdelkani coupable de tous les chefs d'accusation. Madame la Présidente, Madame et Messieurs les juges, la justice ne se limite pas à la sanction. Elle est aussi porteuse de reconnaissance. Elle est porteuse de dignité. Elle est la garantie que ce qui s'est passé à l'OCRB ne se reproduira plus. Les victimes ont fait leur part. 84% d'entre elles ont témoigné. Elles ont revécu l'horreur. Elles ont fait confiance à cette cour en mettant leur douleur entre vos mains. Les témoignages convergent. Les conditions de détention à l'OCRB étaient inhumaines. Les détenus étaient entassés dans de petites cellules, sans lumière ni aération, couchés à même le sol de ciment, privés d'eau, de nourriture et de soins. Beaucoup d'entre eux ont dû se soulager dans des seaux qui vidaient chaque matin sous la surveillance de soldats armés. Certains ont décrit la faim, la soif, la puanteur et le désespoir. D'autres ont parlé du froid, de la peur constante, de l'impossibilité de dormir, parce qu'ils savaient que chaque nuit, un détenu serait emmené pour ne jamais revenir. Les sévices corporels étaient quotidiens. Passage à tabac, coups de crosse, brûlures, menottes serrées jusqu'au sang. Parmi les méthodes les plus atroces figure celle dite arbatachar, au cours de laquelle les bras et les jambes des victimes étaient liés derrière leur dos jusqu'à ce que leurs membres se disloquent ou entraînent l'arrêt rapide de la circulation sanguine, entraînant ainsi la paralysie des membres. Et cette méthode, importée par la Seleka, était pratiquée avec la bénédiction, sinon sous le regard, de l'accusé. Les victimes ont fait leur part, et c'est maintenant à vous de faire la vôtre, Madame la Présidente, Madame et Messieurs les juges. Les victimes ne vous demandent pas l'impossible. Elles ne demandent pas que le passé soit effacé. Elles demandent simplement qu'il soit reconnu. Les victimes savent que la décision qui
qui sera rendu appartient à la Chambre. Mais elles espèrent que ce jugement reflètera la vérité de leur vécu et qu'il sera porteur d'un message clair, celui que la dignité humaine ne peut être impunément piétinée, où que ce soit, par quiconque. Et maintenant, Sarah Pellet va conclure ses observations finales faites au nom des victimes. Madame la Présidente, Madame et Messieurs les juges, nous soumettons respectueusement que les éléments de preuve établissent, au-delà de tout doute raisonnable, la responsabilité pénale de M. Mahamat Saïd Abdelkani pour les crimes qui lui sont reprochés. Les victimes vous demandent de le déclarer coupable de l'ensemble des chefs d'accusation. Mais elles vous demandent également de prendre pleinement en compte les préjudices qu'elles ont subis. Les crimes pour lesquels l'accusé est jugé ne couvrent que quelques mois, seulement d'avril à août 2013. Mais leur souffrance, elle, perdurera toute leur vie. Leurs blessures, qu'elles soient visibles ou invisibles, échappent en effet au calendrier judiciaire. Madame la Présidente, Madame et Messieurs les juges, il n'existe pas de petites affaires devant cette Cour. Ni les limites temporelles ou géographiques d'un dossier, ni le nombre de victimes autorisées à participer ne peuvent en réduire sa portée. Chaque victime de crime relevant de la compétence de la Cour porte en elle la trace d'un monde brisé. Elle nous rappelle que la justice internationale pénale ne se mesure pas à la quantité, mais à la profondeur de la douleur qu'elle reconnaît et qu'elle s'efforce de réparer. Certaines victimes ont confié, comme nous l'avons rappelé, leur peine de constater qu'une partie de ce qu'elles avaient vécu n'a pas pu être examinée par cette Cour. Elles comprennent les contraintes juridiques, mais elles ressentent au plus profond d'elles-mêmes que leur histoire demeure incomplète tant que l'ensemble des crimes qu'elles ont subis, toute la douleur, toutes les douleurs qu'elles ont endurées et qu'elles endurent encore aujourd'hui, n'auront été reconnues. Enfin, les victimes souhaitent que ce jugement, votre jugement, soit un message à tous ceux qui pensent pouvoir torturer et tuer en toute impunité. Qu'il soit un pas vers leur guérison. Cela conclut, Madame la Présidente, Madame et Messieurs les juges, les conclusions finales faites au nom des victimes. Je vous remercie. La juge présidente, merci infiniment, Maître Pellet. Merci pour vos observations au nom des victimes. Sachez que nous n'avons pas oublié les victimes. Notre rôle est de mettre en balance les droits des victimes et leurs souffrances présumées avec la justesse procédurale et d'une part et d'autre part les droits de l'accusé. Et en disant cela, je ne veux pas que vous compreniez que les victimes sont oubliées. Merci à tous et à toutes pour vos observations d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'accusation et les représentants légaux des victimes. Vous trois, merci. Et sur ce, nous allons lever l'audience et nous nous revoyons demain à 9h30 pour entendre les plaidoiries de la défense. L'un d'entre vous, sinon deux ou trois d'entre vous, au nom de M. Saïd. Donc, je lève donc l'audience.